Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 3e saison des Adorables, le podcast consacré à l'adolescence réalisé par des adolescents. Je suis Nathalie Anton, professeure de français et psychologue, et je suis ravie de retrouver Inès, Esther, Marius et Rodrigue. Bonjour. Nous accueillons également parmi nous une nouvelle recrue, à savoir Armand. Bonjour. Alors vous êtes tous en terminale et vous arrivez par conséquent à la fin de votre parcours dans le secondaire, c'est-à-dire à la fin du collège et du lycée. Comme nous sommes encore au premier trimestre et que de nombreux élèves ont envie de réussir cette nouvelle année scolaire, j'ai souhaité pour cette première émission m'appuyer justement sur votre expérience afin de donner aux auditeurs des moyens pour surmonter certaines difficultés qui pourraient entraver leur bonne résolution et leur volonté de réussir. Nous allons d'ailleurs entendre dans ce court micro-trottoir que vous avez réalisé quelques freins qui ont empêché les adolescents interrogés de travailler correctement. C'est difficile de se concentrer, parce que le prof parle beaucoup et qu'il parle très vite. On doit prendre le temps et essayer de bien noter ses cours et ça peut être compliqué au début. De temps en temps ça bavarde donc on peut pas toujours être attentif. Les plans de classe souvent ça aide un peu plus parce que du coup on est moins déconcentré par notre voisin. Moi j'ai du mal à travailler à la maison parce que je trouve que la maison c'est pas forcément un endroit, c'est pas vraiment un endroit où on aime travailler. Enfin c'est plutôt l'endroit où on a fini les cours. Chez moi je sais que j'arrive pas du tout à travailler et souvent c'est parce que les réseaux sociaux, tout ça. Aussi je pense mon téléphone il me déconcentre un petit peu. Obstacles à l'école, obstacles à la maison. Quelle stratégie avez-vous vous-même mise en place pour les surmonter ? Votre expérience va être précieuse pour les collégiens et les lycéens qui nous écoutent et je vais vous demander d'expliquer les clés qui vous ont permis de débloquer des situations qui ont pu vous poser problème. Je vous propose de progresser dans l'émission en 3 étapes. Je vous interrogerai d'abord sur ce que les élèves qui nous écoutent pourraient mettre en place à l'école, puis sur ce qu'ils pourraient mettre en œuvre à la maison, et enfin, je vous demanderai si vous avez des astuces pour rester en forme malgré la charge de travail. C'est parti. Commençons par ce qui se joue dans l'enceinte scolaire. Est-ce que vous avez des stratégies à donner aux jeunes qui nous écoutent pour bien suivre le cours et ne pas céder aux distractions ? Alors, selon moi, pour bien suivre le cours et ne pas céder aux distractions, il faut conditionner en quelque sorte son environnement de travail, donc se mettre à côté de quelqu'un, soit qu'on ne connaît pas, pour ne pas être tenté de parler, soit tout simplement quelqu'un qu'on connaît bien, mais qui est globalement investi dans son travail et qui va nous aider à mieux suivre le cours, car lui-même sera concentré. Ce que je conseille pour ne pas céder aux distractions et bien suivre le cours, c'est d'être un maximum actif en participant au cours et en répondant aux questions. C'est comme ça que moi je fais. Moi je pense que ce qui est aussi important, c'est d'avoir un état d'esprit assez positif et de ne pas avoir d'a priori sur certaines matières. Souvent, on a des expériences passées qui nous tirent vers le bas et on part du principe que on ne va pas y arriver dans la matière ou que cette matière est ennuyante et donc ça ne sert à rien d'écouter et c'est une mauvaise habitude à ne pas prendre. C'est très important de bien suivre le cours parce qu'il faut partir du principe que c'est quelque chose de positif pour vous, dans le sens où si vous arrivez à visualiser vos cours comme une économie d'énergie et une économie de temps pour votre temps de travail à la maison, vous allez avoir plus de moments de détente et avoir un souvenir des cours bien plus précieux pour vos DST, vos contrôles et une compréhension du cours qui sera du coup bien plus efficace. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour prendre des notes qui soient complètes et que vous puissiez relire ? Je pense que il est assez important d'essayer de reprendre très rapidement tous les soirs sa prise de notes, reformuler les phrases qui sont incomplètes ou bien apporter des informations complémentaires qu'on peut trouver sur internet pour être sûr et certain que notre cours est complet et qu'il est tout à fait compréhensible par n'importe qui autre que moi. Je conseille d'avoir des notes qui nous soient propres, d'utiliser des abréviations et d'écrire avec la couleur qui nous plaît. Je pense que ça rend le processus de révision beaucoup plus agréable. La prise de notes, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. Si vous avez une prise de notes qui est brouillonne, des flèches partout, des tirets, mais que ça vous convient et que quand vous êtes à la maison, vous arrivez à comprendre votre cours, c'est le principal. Justement, vous n'avez pas forcément besoin de partager vos notes. Il faut les comprendre et il ne faut pas forcément que ce soit sous le format d'un cours parfait et écrit, mais vous pouvez toujours le retravailler après. Il faut juste que vous puissiez justement retrouver les éléments principaux du cours, détailler ce que vous n'avez pas compris sur le moment dans votre cahier, et puis au moment de réviser les DST ou même des révisions pour les petits contrôles de connaissances, etc., reprendre cette prise de notes parfois qui peut paraître incomplète et la compléter avec votre souvenir du cours qui est censé être ancré dans votre prise de notes personnelle. Alors, la prise de notes la plus efficace, pour reprendre ce qu'avait dit Esther, c'est
pas forcément une fiche dans laquelle on a des phrases toutes faites, bien belles, et énormément de termes ou de mots utilisés. C'est plutôt l'idée de schématiser ce qu'on entend, de faire par exemple des tableaux ou d'utiliser des flèches pour représenter et lier ces idées. Voilà, il faut, selon moi, limiter les mots et les phrases et plutôt se concentrer sur les grandes idées et sur tout ce qui est visuel pour retrouver les liens logiques entre les idées développées dans la leçon. Pour moi, une bonne prise de notes, ça commence par un bon matériel, les bons stylos qui vous plaisent, et ensuite de l'avance sur le professeur, être dès le début du cours dans sa prise de notes et pas attendre que le professeur ait fini son point pour commencer sa prise de notes. Comment faire pour optimiser un brouillon et rédiger une copie en temps limité? Si j'ai un conseil pour organiser sa copie, c'est de se prévoir au début de l'examen un programme avec le nombre de temps que je passe sur chaque épreuve pour pas prendre du retard. Pour qu'un brouillon soit clair et efficace, il faut selon moi qu'il ne soit pas trop chargé. Il faut y passer le moins de temps possible dessus et essayer de justement y écrire les grandes idées principales. Et passer très vite à l'écriture de la copie au propre. Je trouve justement que le brouillon, c'est une étape qui est cruciale, qui est nécessaire. C'est toute la structure de votre copie. Un bon brouillon propre, efficace, où vous comprenez toutes vos idées, ça va être une économie de temps et un gain d'efficacité pendant la rédaction parce que vous n'allez pas avoir à improviser votre argument au fur et à mesure où la copie se développe, mais plutôt suivre grâce à votre brouillon, le dérouler, et donc vous perdez pas de vue votre objectif. Ça prévient toute forme d'hors-sujet et donc ça vous permet de rester concentré. Je trouve que pour optimiser l'utilisation d'un brouillon, il faut avoir l'habitude de s'en servir déjà chez soi et de structurer un peu mentalement avant l'épreuve qu'est-ce qu'on va émettre, une introduction, une conclusion, des points clés, des arguments qui vont être faciles à repérer avec par exemple un code couleur que vous utilisez déjà très souvent. Le brouillon, au-delà d'être simplement ce qui va vous permettre d'organiser une copie, et là je pense surtout au bac français, vous arrivez au début de l'épreuve, vous allez vider votre esprit de toutes vos références, que ce soit citations, chapitres, tout ce que vous avez mémorisé pour justement rendre cette copie complète, et comme ça vous allez pouvoir vous consacrer à répondre au sujet. À mes yeux, je pense que chaque épreuve attend son brouillon particulier. Dans le cas de l'épreuve de français, on a suffisamment de temps pour développer tous ces arguments, tous les exemples et associer chaque exemple à chaque argument. Mais en général, au lycée, nos épreuves sont beaucoup plus courtes, donc nos brouillons sont beaucoup plus succincts, ce qui donc implique d'avoir des brouillons beaucoup plus courts. C'est pourquoi je suis beaucoup plus synthétique dans mes brouillons par exemple, d'épreuves d'histoire ou d'HGGSP par exemple. Avez-vous des astuces pour organiser vos cours sans que les feuilles ne s'éparpillent, ne se froissent ou se perdent? Alors, c'est une idée très simple, mais tout simplement utiliser un classeur qui permet aussi bien de ranger des feuilles de polycopier données par les profs que des feuilles dans lesquelles on a écrit nos notes durant le cours. Moi, j'ai une autre technique qui consiste à prendre en photo tous les documents qui me sont donnés en cours, puisque je sais que même si je venais à oublier ce document, j'aurais toujours la possibilité de le retrouver sur mon iPad, sur mes ressources numériques, et donc j'y aurai toujours accès. Passons à présent aux obstacles qui se présentent pour travailler à la maison. Comment parvenez-vous à répartir la charge de travail à faire? J'essaye de prévoir au maximum à l'avance la charge de travail et comment la répartir tout au long de ma semaine. Pour cela, j'utilise, c'est ce qui me convient personnellement, mais c'est l'application Google Agenda où je répartis chacune de mes révisions, combien de temps elle va me prendre, la pause que je vais avoir entre deux chapitres, etc. Et c'est juste d'avoir des tâches qui soient relativement courtes et très précises qui me permet de me mettre au travail directement. Moi, je pense aussi qu'il est assez important d'avoir une forme de diversité dans ces révisions et j'essaye d'alterner les matières ou le type de matière que je vais réviser si j'ai une grande période de révision. Par exemple, je vais essayer d'alterner entre un chapitre d'histoire et un chapitre de géopolitique, et entre les deux, je vais réviser un peu les mathématiques pour essayer d'éviter d'avoir cette impression de surplus, de trop-plein de révision. La meilleure répartition de la charge de travail possible, selon moi, passe par une relecture des cours le soir même et la veille de votre leçon, ce qui vous permettra d'être à fond dans la leçon dès le début. Comment réussissez-vous à travailler le plus efficacement possible sans vous éparpiller quand vous êtes chez vous?
Moi, je pense qu'il est très important de bien séparer les différentes étapes d'une révision. Tout d'abord, la phase de compréhension de la leçon, puis celle de l'approfondissement, et enfin, dans une dernière étape, celle de l'entraînement. Je vais prendre l'exemple d'un cours de maths. Pour moi, c'est très important de bien comprendre la base du cours, les définitions, les principes, puis ensuite de voir toutes les applications, c'est-à-dire aller un peu plus loin que simplement l'exemple du cours, et enfin, dans un troisième temps, bien s'entraîner à tous les exercices possibles en vue du devoir. Pour travailler sans s'éparpiller, la clé pour moi, c'est vraiment de connaître ses limites, c'est-à-dire de délimiter ses temps de révision. Quand on sait par exemple qu'au bout de 50 minutes de concentration sur un cours, c'est notre maximum, force pas à continuer pour justement se dire qu'on travaille plus, mais on arrête le temps de révision et on reprend à un autre moment, ou même on change de matière, on fait une pause, comme ça après ça nous permet en réalité d'être plus efficace. Alors pour moi, ce qui marche, ce serait déjà d'avoir un chronomètre. J'ai beaucoup de mal à ressentir du plaisir si je mesure pas le temps que j'ai passé sur une activité, sur un devoir. Un deuxième point qui me permet de ne pas m'éparpiller, c'est d'avoir toujours un peu un bruit de fond. J'ai beaucoup de mal à me concentrer dans le silence, que ce soit une musique sans parole, ou juste d'être dans la salle à manger avec un peu la vie de famille qui se passe au loin. C'est ce qui me permet de rester concentrée. Moi, à contrario d'Inès, j'aurais plutôt tendance à travailler dans un espace silencieux, et c'est pourquoi moi je trouve que des boules caisses, c'est un achat très utile, ne serait-ce que même en classe pendant les DST. Je constate qu'on est très peu à en utiliser pendant les DST, mais je trouve que c'est ce qui me permet de me couper complètement du monde et de rester vraiment essentiellement concentré sur le devoir. Mon premier conseil, il faut dissocier endroit où vous pouvez vous divertir et endroit où vous devez travailler. Si vous vous éparpillez à la maison, partez travailler à la bibliothèque. Mon deuxième conseil est de travailler selon la méthode Pomodoro, c'est-à-dire de faire 25 minutes de travail ou 5 minutes et 5 minutes de pause, ou alors travailler sur des périodes de 50 minutes et faire 10 minutes de pause. Il faut toujours faire une pause toutes les heures, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des interclasses. Pour moi, la clé pour ne pas s'éparpiller, surtout quand on travaille à la maison, c'est vraiment de trouver d'abord dans quelles conditions on aime travailler, que ce soit avec un bruit de fond ou avec le silence complet. Mais c'est aussi le lieu de travail. Ça veut dire que si vous aimez bien travailler dans votre salle à manger, sur la table de la cuisine, et que c'est quelque chose qui fonctionne pour vous, vous n'allez pas travailler par exemple dans votre chambre à côté de votre lit parce que c'est un endroit qui vous stimule pas. Et il faut vraiment que cet endroit de travail soit un endroit qui vous plaise et qui vous motive justement à y passer du temps, parce que bien évidemment quand on travaille à la maison, plus les classes augmentent en niveau, plus on passe de temps justement dans ce lieu de travail. Et donc il ne faut pas que ce soit un endroit lassant, il faut que ce soit un endroit quand même où vous vous sentez confortable. Est-ce que vous arrivez à ne pas procrastiner? C'est-à-dire ne pas remettre au lendemain ce que vous devez faire le jour même? Et si oui, comment? C'est une réponse qui peut paraître un peu bateau, mais c'est juste de s'y mettre, même pour 5 minutes. Moi qui travaille beaucoup avec des chronos, je mets un chronomètre de 5 minutes. Si au bout de 5 minutes, je vois que l'envie n'a pas surgi de continuer à travailler sur ce devoir, alors je laisse tomber. Mais souvent, cette envie de procrastination ne subsiste pas aux 5 premières minutes. Travailler par intermittence. Ce que je fais, je travaille par période de 50 minutes et je m'offre 10 minutes de pause. Ce qui me permet de pouvoir souffler. J'essaie même de faire du sport pendant ces 10 minutes de pause pour sortir de l'environnement du travail. Ça me permet de pouvoir me reconcentrer de nouveau une fois dedans. Moi j'ai un conseil pour les procrastinateurs. On connaît tous ce sentiment après un contrôle qu'on a bossé la veille sous la pression. Et quand on sort de ce contrôle, on a toujours la sensation qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait dû travailler mieux, plus efficacement. Et donc à chaque fois que vous avez envie de procrastiner et que vous sentez que vous avez vraiment une pile de devoirs, une pile de contrôle qui s'accumule, pensez à ce sentiment et ça va directement vous motiver à travailler. Je pense aussi qu'il est assez important de garder en tête les futures dates des contrôles. Même si vos profs ne vous ont pas encore annoncé une future date de contrôle, il est évident qu'au bout d'un moment, à la fin d'un chapitre, il y aura une évaluation. Et donc commencer les révisions même avant que le prof annonce le devoir, si vous êtes capable d'anticiper
un devoir futur. Procrastiner parce que vous êtes sur votre téléphone ou alors que vous regardez une série ou que vous faites quelque chose qui vous plaît mais qui n'est pas nécessairement utile. Vraiment, il faut prendre en considération qu'il vaut mieux faire ce qu'on a à faire sur le moment et du coup profiter un maximum de ce moment de détente, regarder sa série ou scroller sur les réseaux sociaux, peu importe, sans la charge mentale de devoir après se motiver pour accomplir toutes ces tâches et plutôt de profiter après avec le soulagement de les avoir déjà toutes accomplies. Comment faites-vous pour gérer justement le téléphone dans votre travail à la maison? Je considère que tout le temps que je passe sur mon portable au lieu de travailler, c'est du temps que je peux perdre avec mes amis, puisque je devrais travailler quand mes amis seront disponibles. Donc je préfère travailler quand je suis seul et quand je pourrais être sur mon portable, et comme ça je peux être plus tranquille si je veux sortir avec des amis. Moi, j'estime qu'il est très important de séparer vraiment le moment du téléphone où je reste sur mon téléphone et le moment où je travaille. Parce que je trouve que c'est très épuisant mentalement d'être dans cette espèce d'entre-deux, à la fois être à moitié en train de travailler, avoir le cahier ouvert sur la table, mais en même temps être sur son téléphone. Et on a l'impression de travailler, après, à la fin de notre journée, on a l'impression d'avoir passé notre journée à travailler, mais en même temps, on n'a pas du tout avancé sur nos devoirs. Pour moi, quelque chose qui fonctionne tout le temps, c'est quand on rentre du collège ou du lycée, il ne faut pas se dire qu'on va faire une petite pause de 20 minutes sur les réseaux sociaux, mais plutôt se dire qu'on va faire une pause de 20 minutes, prendre sa douche, se détendre sans son téléphone et directement se mettre au travail et essayer de reporter le moment du téléphone au lieu de reporter le moment du travail. Et comme ça, directement, si vous vous mettez à travailler en rentrant des cours, sans passer par la case pause téléphone, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus productif et que ça va pas forcément vous venir en tête, en plus d'être sur votre téléphone après, vous allez gagner tellement de temps dans votre organisation. Concrètement, pour un peu se séparer du téléphone, je conseillerais de supprimer les applications sur lesquelles on serait susceptible de passer le plus de temps. Je pense principalement aux réseaux sociaux en période d'examen. Dans un deuxième temps, je trouve que activer la fonction noir et blanc et ne plus avoir de couleur sur son écran permettent de dissocier toute attraction qui s'active à la vision des couleurs. Et dans un troisième temps, ça peut paraître un peu paradoxal, mais je conseillerais même de faire des cures de son téléphone, de ne pas sortir avec une fois de temps en temps, en s'assurant d'être en sécurité, de ne pas devoir rentrer tard ou seul, mais juste pour se rendre compte que en fait on n'a pas tant besoin du téléphone que ça dans notre vie de tous les jours. Je sais que c'est difficile à comprendre et à appliquer, mais le cerveau n'est pas capable de faire deux choses en même temps, excepté marcher et parler en même temps puisque c'est notre nature. On ne peut pas écouter une vidéo YouTube et en même temps travailler, il faut dissocier les deux. Je pense donc qu'il faut préférer être efficace pendant 1 heure et ensuite pouvoir s'accorder une pause, une plus longue pause. Il ne faut pas faire les deux en même temps parce qu'on n'est ni à l'écoute de la vidéo, ni concentré sur notre travail. Pour soutenir le point d'Inès, c'est très important de savoir se couper totalement de son téléphone pendant des longues périodes, que ce soit pendant les vacances, pendant plusieurs jours, ou même quand c'est des périodes qui vous sollicitent beaucoup, vous avez beaucoup d'activités, vous avez des emplois du temps très chargés et que vous avez enfin un week-end de pause, il faut vraiment saisir l'opportunité de prendre le téléphone et de le mettre dans une boîte et de ne pas y toucher. Et ça va vous faire gagner tellement de temps et ça va vous procurer tellement plus de plaisir de faire des choses qui vous plaisent réellement plutôt que de passer du temps à vous faire voler justement votre temps par les réseaux sociaux. Et il y a aussi toujours la possibilité de solliciter ses parents. Je pense quand je suis en période d'examen, je demande à ma mère tout simplement juste de garder mon téléphone pour moi sans forcément qu'elle me le confisque, mais comme ça, ça me permet de ne pas avoir la tentation justement de toucher à mon téléphone et ça m'enlève aussi le poids mental de devoir moi-même me contrôler puisque je sais que ma mère elle va le faire pour moi. Tout simplement installer des bloqueurs. J'ai un ami qui a bloqué un certain nombre de mots assez conséquents sur son portable, sur Instagram, et donc il ne peut plus regarder de Reels.
Moi, je pense que c'est aussi très important de s'infliger, en quelque sorte, une très bonne hygiène de vie. Et je pense que le plus important, le point primordial, c'est l'heure du coucher. Je sais que chacun peut trouver son compromis et être en forme le lendemain, mais très souvent, on peut être amené, en étant sur notre téléphone, à ne pas voir le temps passer. Et j'estime que l'hygiène de vie, avoir bien un rappel à l'heure du moment où on veut se coucher, qu'il est important d'avoir un rythme de vie assez sain et très cadré. Armand, ce que tu viens de dire sur le sommeil permet de passer justement aux questions portant sur le physique et le mental qui sont nécessaires à la réussite. Est-ce que vous avez justement des clés pour ne pas vous épuiser physiquement et rester endurant face à tout le travail que vous avez à faire? Pour rebondir sur l'hygiène de vie dont on a déjà parlé Armand, je pense que c'est très important de manger de façon équilibrée afin de se concentrer complètement sur ses devoirs, d'avoir un sommeil de au moins 8 heures qui soit très régulier avec une heure de coucher qui soit la même tous les jours de la semaine. Et troisièmement, je pense que faire un sport qui nous fatigue et nous donne envie de dormir lorsque l'heure du coucher arrive, rentre aussi dans un bon cadre pour la réussite des études. Définitivement, c'est le maître mot pour moi, mais c'est encore une fois la séparation entre les périodes de travail et les périodes de repos. Repos, il peut être de plusieurs manières, ça peut être en discutant avec ses amis, en se reposant, en se divertissant, mais aussi et surtout par la pratique d'une activité sportive qui, comme l'a dit Inès, doit être éprouvante et fatigante. Mais c'est pas la même fatigue que celle du travail, puisque le travail nous fatigue mentalement, mais il est aussi important pour moi d'avoir une corrélation entre la fatigue mentale et la fatigue physique pour qu'à la fin de la journée, on ait cette impression d'accomplissement. Je sais qu'on est beaucoup de lycéens et de collégiens à penser que on a une grande endurance au niveau de la carence de sommeil, qu'on peut tenir pendant des périodes très longues, à faire des nuits de 5 heures, parfois 4 heures, de diminuer complètement notre rythme de sommeil parce qu'on a l'impression de ne pas voir les conséquences. Mais en réalité, il faut penser tout simplement à son humeur de tous les jours qui se dégrade au fur et à mesure où les temps de nuit elles diminuent. Vous allez être de mauvaise humeur, vous allez être irrité, vos journées elles se passent mal. Et donc tout ça s'accumule et tout simplement ça participe à rendre votre vie beaucoup plus compliquée, alors que dormir des bonnes nuits, c'est en réalité vous faire un cadeau, ça vous permet de profiter de votre journée, de rebondir quand il va y avoir des choses qui ne vont pas, et ça va permettre de préserver votre santé mentale, et bien évidemment de pouvoir suivre en cours, bien vous concentrer, que dès qu'il va y avoir un exercice qui va vous demander un peu plus de concentration, vous allez être capable de réfléchir et de solliciter justement votre mémoire. Et pour rebondir aussi sur Inès, c'est vrai qu'on a tendance à négliger la façon dont on va manger. Quand on a des pauses déjeuner, qu'on a des contrôles à 14 heures, on a tendance à négliger cette pause et à manger quelque chose comme ça entre deux cours, mais en réalité, on n'a pas des bons repas. Et donc, considérez justement ces repas entre les cours comme votre carburant qui va vous permettre de bien réfléchir et d'être performant durant vos cours de l'après-midi. Et même le matin, manger un petit déjeuner. Je pense aussi, pour rebondir sur ce qu'a dit Esther, je pense que c'est assez important de ne pas se laisser comme possibilité, comme quelque chose d'envisageable, le fait de rater la pause du midi. Je trouve que c'est assez vite une habitude qu'on peut avoir de se dire oh là là, je n'arriverai pas à finir mon programme de révision, je supprime la pause du midi, je ne mangerai pas. Je pense qu'il est très important de se mettre un blocage clair et net sur le fait que la pause midi soit non négociable. Et donc, pour moi, c'est très important de ne même pas entrevoir une possibilité où lequel on pourrait ne pas manger le midi. Je sais que beaucoup d'entre nous considèrent les boissons énergétiques, y compris le café et le thé, comme des ressources à notre disponibilité pour être plus performants, surtout quand c'est des révisions de nuit, etc. Sauf que sur le long terme, ça a des conséquences pareilles dans la durée du sommeil sur certaines personnes. Et donc il faut vraiment savoir, avant de consommer ce genre de produits, savoir si ça nous impacte ou non. Comment faites-vous pour réagir face à une baisse de motivation passagère ? Je pense que la solution principale, c'est d'en parler.
avec ses parents, avec les professeurs, si on a une baisse de motivation qui est spécifique à une matière, avec ses amis qui peuvent rencontrer les mêmes difficultés que soi-même mais à des périodes différentes. Si on connaît quelqu'un dans notre entourage qui a eu une baisse de motivation quelques mois avant nous, qui peut nous donner des conseils sur comment faire pour remonter la pente de la motivation, je pense que c'est la solution clé. Moi, j'ai la chance d'avoir assez bien en tête ce que j'ai envie les études que j'aimerais pouvoir faire plus tard. Et je pense que d'avoir un objectif, c'est ce qui nous permet justement d'avoir une motivation qui va durer dans le temps et tout au long de la période scolaire. Je voulais ajouter sur le fait de se confier à quelqu'un en qui on a confiance et qui nous comprend. Par exemple, j'ai mon frère qui était en prépa et je sais que lui a eu aussi une expérience de travail intensif. Donc si je me sens dépassé, c'est vers lui que j'irai parce que je sais qu'il me comprend. Avez-vous des stratégies pour gérer le stress? Pour gérer son stress, je pense qu'il est important de faire une activité qui nous fait plaisir, qui va équilibrer notre journée et qui va nous permettre aussi d'évacuer un petit peu toute la tension qu'on a accumulée pendant la journée, que ça passe par la lecture, par un sport ou par du temps passé avec ses amis. Je pense qu'il ne faut absolument pas négliger ces temps-là. Selon moi, le stress, c'est vraiment un sentiment qui se digère. Si on s'intéresse à ses causes et à ce qui nous le provoque, il y a toujours une solution et souvent elles sont à portée de main. Moi, je trouve aussi qu'il y a aussi des moments où le stress me fait avancer et je trouve ça parfois presque un peu positif d'avoir pas forcément une grande dose de stress, mais à petite dose aussi, c'est ce qui arrive à me motiver et je vois bien en évaluation, en devoir, que c'est justement cette pression de rendre une copie et de finir ma copie qui me fait trouver des ressources que je ne pensais pas forcément avoir. Et donc, je trouve aussi qu'il est aussi normal d'accepter une part de stress pour pouvoir réussir dans ses études. Dernière question à laquelle vous avez plus ou moins déjà répondu. Vers qui conseilleriez-vous les élèves qui nous écoutent de se tourner quand ils se sentent dépassés par la charge de travail? Paradoxalement, moi, le conseil que je donnerais, ce serait de se tourner vers le professeur. Instinctivement, c'est pas forcément la première personne vers qui on va se tourner, mais je trouve que c'est assez intéressant de voir comment le professeur envisage le travail qu'il peut donner et voir comment il envisage la quantité de travail que ça peut représenter. Parce que souvent, un problème que je constate, c'est une forme de déséquilibre entre le temps que je mets sur un devoir et ce que je devrais y mettre. Et souvent, je passe trop de temps sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et donc, quand je me sens dépassé par la charge de travail, j'aime bien aller en parler au professeur pour avoir un peu son avis, voir si selon lui, cette espèce de dépassement par la charge de travail est légitime ou non. Pour ajouter à ce que disait Armand, c'est qu'en fait, un professeur a 30 élèves X fois. Il a plusieurs classes, donc il ne peut pas savoir ce que vous pensez vous. Il faut donc aller le voir pour que lui comprenne comment vous vous sentez actuellement et qu'il puisse donc vous aider, peut-être vous déstresser, agir en conséquence. Je conseillerais aussi de se tourner vers sa famille parce que quand on est dépassé par la charge de travail, ça veut dire qu'on est aussi dépassé par tout ce qui concerne les devoirs du quotidien. Ils peuvent vous aider à prioriser votre charge de travail comparée à d'autres tâches nécessaires et vous encourager tout simplement dans la réalisation de vos devoirs. Merci à tous pour votre éclairage, l'émission s'achève. Nous espérons que ce partage d'expérience aura permis aux adolescents qui nous écoutent de s'emparer de stratégies pour réussir au mieux cette année scolaire. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur Instagram ou sur le site de l'école alsacienne et à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.